Bonjour à tous et merci d'être présents à cette présentation. On va parler d'outils d'analyse statique orientés sécurité. Alors, c'est un sujet qui peut être compliqué. On va essayer de le rendre le plus simple possible. Et ce n'est qu'une introduction. Donc, on va amener des concepts de qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est exactement, comment on peut en choisir un bien. En mettant cette barre sur le côté. Non, voilà. Alors, une barre qui va se... Voilà, c'est disparu. Le jouet de Mac. Alors oui, full disclaimer, je travaille chez GitHub et on fournit un outil d'analyse de code statique. Mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais pas trop. Et donc pourquoi on a besoin d'outils d'analyse de code? Parce que la mouvance c'est le DevSecOps. Donc le DevSecOps c'est quoi? C'est rajouter de la sécurité dans tout le cycle de développement. C'est un buzzword. On a rajouté sec à DevOps parce qu'en fait on aurait dû déjà avoir de la sécurité dans le DevOps, mais force est de constater qu'on ne l'a pas. Donc l'idée va être de rajouter des outils de sécurité partout. Et ici on va en rajouter plus du côté dev dans la partie applicative. Donc qu'est-ce que c'est? On va regarder dans le code. Donc voilà un grep. On va chercher dans index.ts, c'est du React, un set dangerous HTML parce que c'est dangerous, donc potentiellement il peut y avoir une faille de sécurité, une XSS. Et on va la corriger. On va faire de la remédiation. C'est de l'anglicisme hein, pour corriger. Et puis voilà, ça y est, c'était un. Voilà, c'est quoi? C'est ça l'analyse de code. Merci. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on va essayer de trouver, moi j'aime bien ce chiffre, donc j'ai réussi à le placer. On va avoir un outil de sécurité, mais c'est pas juste avoir un outil de sécurité pour avoir un outil de sécurité pour cocher une case et passer la certification, dire à nos clients, à nos fournisseurs, à tout le monde que c'est bon, on est sécurisé. Ça va un peu plus loin que ça. Donc la définition de l'OWASP, c'est celle-ci, c'est on va analyser le code source ou le code compilé pour chercher ce qu'on appelle les security flows, donc des failles de sécurité. Donc c'est quoi une faille de sécurité? C'est quelque chose, c'est un comportement du code qui pourrait amener à une vulnérabilité, une faille de sécurité. Donc comment ça fonctionne? Donc on prend notre code. Donc, je vous parle de SaaS, d'outils avancés. Je vous parle pas d'une simple recherche texte ou d'un regex. Là, on parle d'outils avancés. Donc, on prend le code, on en crée un modèle. Donc, on va pas faire de la recherche directement sur le code. On va l'analyser, le comprendre, en créer un modèle, essayer de détecter des patterns, des modèles qui amène à des failles de sécurité et produire un résultat, puisque c'est quand même ça qui est le plus important. Donc quand on prend le code, on peut prendre le code source ou le code compilé ou les binaires. Si c'est un code compilé, évidemment. Si c'est du JavaScript, du Ruby, du Python, on peut le prendre directement. Si c'est du Java, par exemple, le Java, ça arrive qu'à la compilation, au build, on fasse de l'interpolation, qu'on rajoute des méthodes. Avec Spring, par exemple, on va ajouter dans notre code, on n'aura qu'une implémentation, mais en fait, exécuter, non, on n'aura qu'une interface, pardon, et dans notre code, on aura l'implémentation, comme par magie. Et du coup, il vaut mieux analyser le code qui sera exécuté en production. D'où l'intérêt d'analyser le bytecode euh, quand on analyse à la place d'analyser le code source direct. Alors ensuite, on va créer le modèle. Alors le créer modèle, on va faire plusieurs analyses. Donc là, on a l'abstract syntax tree. Donc ce petit code-là produit le diagramme de syntaxe abstraite suivant. C'est abstrait parce qu'on va pas savoir exactement quelles sont les données, quelles sont les instructions, mais on va savoir comment se décompose l'algorithme. On parle de déclaration, de type, de primitive, de méthode. Donc là, on est vraiment sur un squelette
de l'application, de l'algorithme, du code. On est vraiment que sur du squelette. Ensuite, on a le control flow graph. Donc, vous voyez, on a un si avec un si, sinon imbriqué, et 3 instructions. Eh bien, on va produire un graphe comme ceci, qui va nous permettre de dire bah, quand il se passe ça dans le code, je vais dans tel endroit du code. Donc là, c'est très simple, parce qu'on a juste un petit si avec quelques instructions. Mais vous imaginez bien, à l'échelle d'un gros programme de millions de codes, il faut que l'outil d'analyse puisse savoir bah, par où il est passé. Et enfin, un dernier, le data flow graph. Donc là, juste avec quelques instructions. Donc là, c'est assez simple. Euh, il y a le départ pour chaque entrée utilisateur. On va vouloir savoir cette entrée utilisateur, cette donnée, où elle va, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle est traitée, est-ce qu'elle est modifiée, est-ce qu'elle est vérifiée, etc. Donc, je vous ai montré rapidement ces 3 manières d'analyser du code, mais il en existe d'autres. L'idée derrière ces modèles-là, c'est d'agir un petit peu comme un compilateur, de connaître un peu l'intention euh, du code, du développeur quand il a codé, et d'avoir une vue globale entrée-sortie des données, euh, puisque souvent les données, ce sont les entrées utilisateurs qui font des failles de sécurité. Ensuite, on va passer à l'analyse. Donc, on parle encore de données utilisateurs. Donc, ça, c'est la source dans le langage des gens qui font des outils d'analyse de code. Il y a la source. Donc d'où vient ça? Donc ça peut être un utilisateur, mais ça peut être une source dans des microservices. Bah, ça peut être un autre microservice, mais ça reste une source. Ce qu'on appelle le sink. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite illustration avec des tuyaux. Donc c'est la méthode dangereuse où sera utilisée cette source. Donc un sanitizer, ça va être quelque chose qui va rendre plus sain, donc faire en sorte que l'entrée utilisateur soit inoffensive. Le validateur va valider, donc il pourrait refuser de continuer dans l'algorithme si on ne valide pas si un autre utilisateur contient du JavaScript par exemple ou des commandes Unix, je ne sais quoi, bah là on ne passe pas. Et du coup on arrête le traitement, ce qui est différent du sanitizer, qui enlèvera les caractères potentiellement dangereux. Et ce qu'on appelle des pass-through, c'est des fonctions qui vont modifier l'entrée utilisateur. Donc on va pouvoir avoir donc concrètement ça va par exemple on a une chaîne de caractères, bah, ça va concaténer avec quelque chose d'autre. Donc on n'a plus la même source, mais on a du coup une donnée qui est différente. Ça a de l'importance parce que on pourra avoir une entrée inoffensive qui est modifiée dans le programme et qui devient dangereuse. Comme on peut avoir par exemple sur des MXSS. MXSS, c'est des mutations, des XSS mutés, où en fait, dans Chrome ou dans Firefox, euh, surtout Chrome, et avant IE le faisait énormément, c'est qu'il prenait le JavaScript et il disait, bon, je vois, grosso modo, ils ont voulu faire ça, donc je modifie le JavaScript et ça va passer, quoi. Et du coup, on met une chaîne qui n'est pas tout à fait vraiment du JavaScript, qui passe la validation, qui passe la sanitarisation, mais par contre, quand elle est exécutée, est interprétée différemment de ce qu'on avait voulu. Et du coup, on peut retrouver une faille XSS. Ça s'appelle une MXSS. C'est très intéressant, c'est intellectuellement passionnant. Et donc ensuite, on va déterminer des modèles. Donc les modèles donc, non sécurisés, on va avoir des modèles de configuration. On a ouvert tel port, pourquoi on a ouvert le port 22? Donc là, en analysant tout le code fichier de configuration compris, on va pouvoir voir des soucis de configuration en fonction de notre cas. On peut avoir aussi le debug à trous peut fournir des informations dans les logs qui ne devraient pas. Donc ça, ce sont plutôt de la configuration du comportement. Et on a bah, les data flows, ce qui est plus souvent le cas. Une entrée utilisateur, un traitement, donc la source,
Et le sync, c'est le execute de ma requête SQL. Donc je sais pas ce que ça va produire. Potentiellement une injection SQL. Et les résultats? Les résultats, ils sont de différents types. On a évidemment des soucis de sécurité directs, des injections SQL, cross-scripting, SSRF, etc., etc. On a des best practices. Alors, best practice, c'est, j'ai mis best practice, mais c'est un peu, après, entre guillemets, utiliser des vaults, on voit s'il y a des codes en dur, c'est plus de s'il y a des secrets qui sont en dur dans le code, c'est plus de la best practice, c'est un peu plus. Mais il y a aussi utiliser bah, des, des algorithmes de chiffrement, de hachage à jour. On peut avoir de la code qualité et surtout avoir des résultats positifs. Et voilà, je sais pas pourquoi je fais ça. Ensuite, donc on a notre outil, on voit à peu près comment ça fonctionne. Ça prend du code, ça l'interprète, ça cherche des failles de sécurité dedans et ça nous envoie des résultats. Mais après, en tant qu'utilisateur de ce truc-là, comment je le configure? Parce que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir le configurer à son environnement, à son code, à sa manière de coder, dans son équipe, dans son entreprise, dans le framework qu'on utilise, etc. Et donc il y a deux grandes manières de gérer ça, avec des règles, donc dans du YAML, dans du déclaratif. C'est simple à écrire. Je veux des failles XSS, je veux tel genre de pattern. Mais par contre, c'est plus difficile pour l'outil d'être pertinent dans ce cas-là, parce qu'on va rester sur des choses qui sont peut-être trop génériques. Et il y a d'autres manières, une manière de faire des requêtes dynamiques. Donc ça, ce sont des outils qui ont que quelques années, qui datent pas d'il y a 30 ans, parce que l'analyse de code, c'est aussi vieux que l'écriture du code finalement. Et là, on arrive sur des choses qui sont peut-être plus difficiles à écrire. Parce qu'on va aller chercher, il faut trouver tel comportement du code. Pour arriver à donner à l'outil notre intention, on veut aller chercher tel comportement de code. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Je veux, quand j'ai une entrée d'utilisateur, si j'ai euh, telle manière de déclarer un mot de passe, et ben c'est pas bon. Bah, ça, il faut pouvoir le décrire et ça peut être plus compliqué. Par contre, ce que ça apporte une précision monumentale puisqu'on va savoir exactement l'instruction exacte qui déconne, par où est passé l'entrée utilisateur. Et en tant que développeur, je vais avoir toute l'information. Où est-ce que je vais devoir agir? Est-ce que je dois agir au niveau du sync, de la méthode qui est dangereuse, ou de l'entrée utilisateur? Est-ce que je dois valider, sanitiser, faire un traitement? Et donc ça nous permet d'être beaucoup plus précis. Et la démo, on n'aura pas le temps. Mais j'ai une présentation à 17h30 ou 25, quelque chose comme ça, où je parle des outils d'analyse de code, enfin des outils de sécurité qu'on a chez GitHub, et je parle justement de l'outil qu'on a qui est CodeQL, qui est gratuit pour les repositories publics, donc qui peut être utilisé pour les outils open source. Et du coup, je rentrerai un peu plus dans le détail de comment ça fonctionne. Mais en deux mots, on va analyser le code avec les super graphes que je vous ai montré tout à l'heure, des choses beaucoup plus compliquées que je ne comprends pas. On va créer une base de données à partir de votre code. Pourquoi une base de données? Ça a du sens parce que finalement, dans du code Java par exemple, bah, une classe peut contenir un ou plusieurs attributs, une ou plusieurs méthodes. Une méthode peut contenir un ou plusieurs paramètres d'entrée, un paramètre de sortie, et on voit des entités d'une base de données sur lesquelles on peut faire des requêtes. Et le QL de code QL, c'est Query Language, et on va avoir des requêtes avec un from, avec des where et des select, qui vont aller requêter le code comme on peut le faire sur une base de données, parce qu'on a fait en sorte que le code soit une donnée structurée. Et on a tout un tas de requêtes qui vont aller chercher des comportements particuliers, et on va renvoyer les informations, et du coup, vous pourrez voir tout ça en fin de journée. Mais pour conclure,
quand on cherche un outil d'analyse de code, évidemment, on va aller vers l'outil GitHub par défaut parce que c'est le meilleur. Mais plus sérieusement, on va quand même chercher quelque chose qui va quand même être configurable, facilement configurable, dans la limite de ce qu'on peut faire, de nos capacités, de notre temps à appréhender ce genre d'outils-là. Parce que si on est trop générique, on va avoir des résultats, mais en, qui vont pas exploiter tout l'outil et qui vont pas s'adapter à notre contexte. Donc on peut avoir plus de faux positifs. On va où l'outil va se focaliser par défaut sur des choses qui nous intéressent pas forcément dans notre cas. Si on n'a pas d'interface utilisateur, qu'on fait de l'IoT, qu'on a que des entrées, c'est que des boutons et des signaux. Les XSS, on s'en fout. Donc faut pouvoir configurer au mieux l'outil et peut-être avoir des choses particulières pour du coup éviter les faux positifs et surtout le contexte qui est important, pouvoir personnaliser à notre contexte. On utilise tel framework, on veut que ça marche pour notre framework. Et l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir avoir du résultat et en parler et voir ça par des humains, des développeurs qui vont pouvoir lire les résultats et en faire quelque chose. Donc avoir suffisamment d'aide à la remédiation, parce que c'est pas le tout d'avoir trouvé. Le but c'est de remédier, c'est pas d'avoir plein de... On a 10 000 alertes, c'est super, mais par contre maintenant faut réduire ce nombre d'alertes. Et donc il faut avoir faut que l'outil aussi puisse être capable de fournir ces informations pour aider les développeurs à réduire. Et l'intérêt, bah, c'est évidemment d'être dans avoir des revues automatiques. Ça fait une revue automatique dans la pull request. Ça évite à quelqu'un de l'équipe sécurité de regarder toutes les pull requests pour savoir s'il y a des failles de sécurité. Donc on automatise. Donc, toujours dans l'esprit de DevSecOps, on automatise, du coup, on automatise la sécurité. Ce qui n'empêche pas évidemment, de discuter sur l'APR avec les experts quand on a des questions. Et donc l'intérêt aussi, pour aller encore plus loin, pour améliorer sa position de sécurité, on va pouvoir déterminer si on retrouve souvent les mêmes failles de sécurité, bah, peut-être qu'on a un problème dans notre cycle de développement et qu'il faut qu'on change quelque chose dans notre framework, qu'on rajoute quelque chose, qu'on en enlève, qu'on éduque nos développeurs. Donc ça, c'est intéressant. Et bah voilà, et du coup, le dernier point, parce que les autres j'en ai parlé en fait, c'est que ces genres d'outils-là sont aussi utilisés par des pentesters. Ce sont des outils de sécurité. Donc, pas les pentests type HackerOne, etc., où ils n'ont pas accès au code, évidemment, mais des pentests un peu avancés, où on donne accès au code aux pentesters, bah, ils peuvent aller directement regarder le code et voir des comportements. Et même pas forcément qu'au Scala, parce que il y a aussi finalement le code que vous mettez en production, il y en a 60, 70%, j'en sais rien, qui vient de librairie open source. Et potentiellement, ce code-là, lui, il est disponible. Et n'importe qui, s'ils veulent, quelqu'un veut s'attaquer à vous, sait que vous utilisez tel langage, telle librairie, bah, va pouvoir regarder, est-ce que dans cette librairie, il y a une vulnérabilité connue? Je vais regarder dans les dernières versions, peut-être qu'ils sont pas à jour avec les versions qui ont été fixées. Donc ce sera aussi un moyen de les aider dans leur travail de vous attaquer. Et puis voilà, ça, c'est mon collègue qui a fait. J'ai piqué ces slides, donc je le remercie. Et si vous avez des questions, je suis au stand GitHub qui est en bas, et on verra un peu plus en pratique en fin de journée. Et j'espère que ça vous a aidé un petit peu à introduire le sujet et peut-être à regarder chez vous lundi. Est-ce que vous avez l'outil et qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme outil selon votre langage et pour améliorer sa position de sécurité. Merci à vous.